Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du programme de SES, un chapitre qui tombe très souvent au bac, l'engagement politique. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette session, vous ayez toutes les cartes en main pour cartonner. Alors, rentrons direct dans le vif du sujet. La question centrale, celle qui structure tout le chapitre et qui pourrait très bien être la vôtre le jour J, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on peut expliquer l'engagement politique dans nos sociétés? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble, pas à pas. Voici notre plan de bataille. D'abord, on va définir ce que c'est que s'engager en s'arrêtant sur un paradoxe assez étonnant. Ensuite, on essaiera de dresser le portrait robot de la personne qui s'engage. Troisième temps, on fera un petit voyage dans le temps pour voir comment les luttes ont évolué. Et enfin, le plus important, la méthode infaillible pour l'étude de documents. C'est parti. Allez, on commence par les fondamentaux. S'engager, c'est bien, mais ça veut dire quoi concrètement? Et surtout, qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à s'investir pour une cause qui le dépasse? Quand on parle d'engagement, la première chose qui vient à l'esprit, c'est souvent le vote. Et cette enquête le montre bien, pour beaucoup de Français, c'est même l'action la plus efficace. Mais il faut voir plus loin. Manifester, signer des pétitions, adhérer à un parti politique ou à une association, tout ça, ce sont des formes d'engagement politique. Et voilà la définition à connaître sur le bout des doigts, à noter en rouge dans votre cahier. L'engagement politique, c'est l'ensemble des actions qu'on mène pour essayer de peser sur les décisions politiques. C'est simple, c'est clair, et c'est la base de tout ce qu'on va dire ensuite. Maintenant, une petite énigme, une question qui a pas mal occupé un économiste du nom de Mancke Olson. Réfléchissez-y 2 secondes. Si une grève permet d'obtenir une augmentation de salaire pour tout le monde dans une entreprise, même pour ceux qui ne l'ont pas faite, pourquoi irait-on perdre une journée de salaire, prendre le risque de se faire mal voir? C'est là que ça devient intéressant. Ce problème, ça porte un nom. C'est le paradoxe de l'action collective. On l'illustre souvent avec cette image du passager clandestin. Logiquement, un individu rationnel devrait se dire « je laisse les autres se mobiliser et moi, je profite du résultat sans effort ». Sauf que si tout le monde raisonne comme ça, eh bien plus personne ne bouge et l'action collective n'a tout simplement pas lieu. Alors, comment on sort de ce piège? Il y a 2 grandes réponses à ce paradoxe. D'un côté, les incitations sélectives. Ça, c'est facile, c'est du concret, des avantages matériels réservés uniquement à ceux qui participent. Par exemple, l'aide juridique qu'un syndicat offre à ses membres. Et de l'autre, il y a les rétributions symboliques. Là, on ne parle plus d'avantages matériels, mais de la fierté de défendre ses convictions, du plaisir d'être ensemble, du sentiment d'appartenir à un groupe qui se bat pour une cause juste. Et ça, c'est un moteur incroyablement puissant. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au qui. Est-ce que tout le monde a la même chance de s'engager? La sociologie nous montre que la réponse est clairement non. Prenons un cas concret, le profil des adhérents au mouvement En Marche, à ses débuts. Les chiffres sont assez frappants. On voit une forte surreprésentation des hommes et surtout, regardez le niveau d'études. Les 2/3 ont un bac+3 ou plus. C'est beaucoup plus que la moyenne nationale. Ça nous met sur la piste. L'engagement n'est pas distribué au hasard dans la société. Ce graphique le confirme de manière éclatante. L'intérêt pour la politique, qui est la première marche vers l'engagement, varie énormément selon des critères sociaux. La profession, le diplôme, mais aussi l'âge ou le genre sont ce qu'on appelle des variables lourdes. Elles pèsent vraiment dans la balance. Donc ce qu'il faut absolument retenir, la phrase à placer dans une copie, c'est celle-ci. L'engagement politique n'est pas un fait du hasard, c'est un fait social. Il s'explique par des facteurs sociaux. En clair, les individus qui ont le plus de capital culturel et économique sont aussi, statistiquement, ceux qui s'engagent le plus. C'est une forme d'inégalité face à la politique. Bien. Changeons maintenant de perspective, on va prendre un peu de recul et adopter une approche plus historique pour comprendre comment les conflits et les manières de s'engager ont évolué. Ces 2 images parlent d'elles-mêmes. À gauche, la grève des mineurs en 1963. Un conflit traditionnel, très centré sur le monde du travail, le partage des richesses. À droite, une manifestation beaucoup plus récente où les profils sont bien plus divers. Ce contraste, il raconte une véritable transformation de l'action collective. Et ce tableau, il synthétise parfaitement cette évolution. On est passé de conflits de classe, très focalisés sur les questions économiques et portés par le mouvement ouvrier, à des conflits qu'on dit sociétaux, qui émergent après les années 60 avec de nouveaux acteurs, les étudiants, les mouvements féministes, écologistes, etc. Ce grand changement, ça porte un nom qu'il faut connaître, les nouveaux mouvements sociaux, ou NMS. Leurs revendications ne sont plus uniquement matérialistes, comme le salaire. Elles deviennent post-matérialistes. On se bat pour la reconnaissance d'identité, pour la défense de l'environnement, pour l'égalité des droits. Allez, on attaque la dernière ligne droite, la partie la plus concrète pour vous, la méthode. Comment on fait pour transformer toutes ces connaissances en une excellente note le jour de l'épreuve? Imaginez, vous êtes devant votre copie, et vous tombez sur ce document, un tableau sur le taux de syndicalisation. Premier réflexe, on cherche l'info qui saute aux yeux. Ici, c'est l'énorme différence entre le secteur public et le privé.
Presque 20% dans le public, contre à peine plus de 8% dans le privé. C'est plus du double. Mais attention, dire ça, ce n'est que le début. Il faut l'expliquer. Et pour expliquer, voilà la méthode en 4 temps. C'est une recette à appliquer systématiquement. 1. On présente le document. 2. On analyse la donnée principale, comme on vient de le faire. 3. C'est l'étape cruciale. On mobilise ses connaissances. Pourquoi un tel écart? On va parler de la culture du service public, de la sécurité de l'emploi. Et enfin 4. On structure sa réponse de façon claire et logique. Retenez bien ce conseil, c'est vraiment ce qui va faire la différence entre une bonne et une excellente copie. L'erreur à ne jamais commettre, c'est de paraphraser le document, de juste répéter les chiffres. Non, vous devez vous en servir comme d'un tremplin pour montrer que vous maîtrisez les concepts du cours. Pour finir, ce schéma est parfait pour tout remettre en ordre. Il récapitule tout ce qu'on a vu, les différentes formes d'engagement, les facteurs qui l'influencent, le paradoxe et ses solutions, et l'évolution historique des luttes. Considérez ça comme une super fiche de révision. Et voilà la checklist ultime pour vos révisions. Si vous maîtrisez ces 4 points, vous êtes vraiment paré pour le bac sur ce chapitre. Savoir définir les notions, expliquer les mécanismes, analyser l'évolution dans le temps et maîtriser la méthode, c'est vraiment la clé du succès. On termine avec une question ouverte, une question pour vous faire réfléchir et qui sait, pour le grand oral. Avec le numérique, les enjeux climatiques, les mobilisations en ligne, comment est-ce que l'engagement politique va encore se transformer? La question est posée. Merci pour votre attention et surtout, bonne révision.